Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler sur la loi normale et la distribution normale et les probabilités en utilisant la distribution normale et en utilisant la loi normale, comment on peut connaître les différentes probabilités en utilisant cette distribution qui est une distribution très commune en sciences expérimentales et en monde réel. Alors là, on voit très bien, par exemple, on a quatre exemples pour vous expliquer la distribution normale comment elle est. Alors sa courbe, elle est sous cette forme-là. Donc ce qu'on appelle une forme en cloche parce que ça ressemble à une cloche. Donc on dit que elle a une forme en cloche. Ok, donc c'est la forme de la distribution normale. Alors on remarque qu'il y a une moyenne. Cette moyenne, elle est au niveau du centre. Donc on appelle souvent, si on est en train d'utiliser bien sûr un modèle probabiliste et qu'on ne sait pas ou bien qu'on a juste fait un modèle probabiliste pour savoir la moyenne, c'est-à-dire pas à partir des données réelles et des données qu'on peut contrôler à 100% comme les données d'un échantillon ou d'une population qui est facile à étudier. Si on a calculé la moyenne à partir d'un modèle probabiliste, on l'appelle une espérance. Donc c'est ça ce qui fait la différence, on va dire, entre une espérance et une moyenne. Mais la moyenne, elle est là. Donc au cours de cette vidéo, on va considérer que c'est la même chose parce que la seule différence existe dans l'origine du calcul, mais on va dire entre guillemets, c'est le même concept. Alors ici, on a la moyenne qu'on appelle en anglais the mean, ok? Donc qui est au niveau, quand vous voyez très bien, qui est au niveau central, elle divise vos valeurs parce qu'ici on a toutes les valeurs qui sont quantitatives et qui sont continues. Donc on a plusieurs valeurs quantitatives continues. Par exemple, si on est en train de traiter la taille, donc ici on va remarquer la taille moyenne et ici c'est les grandes tailles et ici c'est les petites tailles. Donc ce sont des valeurs qui sont continues, donc qui peuvent prendre n'importe quelle valeur. Ça c'est de un, de 2 c'est ce sont des valeurs aussi qui sont infinies. Donc, il y a infiniment de valeurs qu'on peut prendre en considération dans une distribution normale. Et ici, on a donc the mean ou la moyenne. Donc, la moyenne, elle est en même temps au niveau central et elle est en même temps en même temps, pardon, représente la médiane parce qu'elle divise la série statistique en deux, comme vous voyez. Donc, c'est en même temps la moyenne et c'est en même temps la médiane, d'accord? Donc, the median. Et c'est en même temps the mode, c'est-à-dire le mode, d'accord? Parce que c'est en même temps, c'est la variable, ou bien la valeur la plus fréquente de cette variable. Donc en même temps, elle représente le mode parce que c'est la plus fréquente. Ok? Donc voilà. Donc elle peut jouer ou bien la moyenne est confondue avec la médiane et elle est confondue avec le mode. Donc c'est le plus fréquent, c'est la moyenne et c'est la médiane parce qu'elle subdivise la série statistique en deux. Et puis, on a donc cette forme de distribution des fréquences. Donc, on va remarquer que les fréquences des valeurs et la fonction qui représente la fréquence de ces valeurs va être représentée sous cette forme-là. Et puis après, quand vous voyez très bien, donc ici, on appelle ça, si elle va nous donner une forme qui est pareille à ça, donc on va l'appeler une distribution normale. Il y a plusieurs variables donc au niveau de la biologie et au niveau de plusieurs domaines, donc dans notre mode réel, qui suivent généralement une distribution normale, c'est-à-dire que leur moyenne, généralement, c'est la plus fréquente et c'est la plus, c'est elle qui subdivise la série statistique en deux. Et puis, une fois qu'on va s'éloigner de la moyenne, soit à gauche, soit à droite, donc les fréquences vont se raréfier. Et donc, c'est ça, ce qui se passe dans la majorité des choses qu'on observe dans le monde réel. Par exemple, si on parle sur on va dire combien d'eau on peut boire chaque jour, ou bien combien d'eau les personnes vont boire chaque jour. Donc on va remarquer que la majorité des personnes vont boire une quantité donnée, qui est la moyenne. Et puis il y en a juste une minorité de personnes qui vont boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Peut-être les gens qui sont malades ou qui nécessitent, ou qui ont par exemple le diabète insipide, qui ont toujours soif, etc. Donc voilà, c'est très rare, c'est au niveau de l'extrême. Et puis il y a d'autres gens qui vont se rarer, donc c'est-à-dire dans l'autre côté, donc, quand on s'éloigne de la moyenne, il y a aussi pas beaucoup de gens qui vont boire beaucoup d'eau. Donc, c'est une petite
proportion de personnes qui vont boire la quantité d'eau. D'accord, donc on donne un autre exemple, par exemple, c'est l'exemple de la taille. Donc la majorité des personnes ont une taille qu'on appelle une taille normale, donc c'est pour ça qu'on dit normale, une taille normale, voilà, qui est autour d'une moyenne donnée. Et puis quand on s'éloigne, les gens qui ont une très grande taille, bon, bien sûr, ils vont se raréfier. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que les gens qui ont une très grande taille, ils galèrent à trouver, par exemple, des vêtements conformes à leur taille. Et aussi, sur l'autre opposé, les gens qui n'ont pas une grande taille, c'est-à-dire les gens qui ont des tailles très petites, à chaque fois qu'on va aller dans l'extrême, à chaque fois que ça va se raréfier, donc c'est une distribution normale. Si vous remarquez par exemple aussi pour l'IQ, pour l'intelligence, on sait que la majorité des gens sont moyennement intelligents. Il y a juste une minorité de personnes. Donc à chaque fois qu'on va augmenter le quotient intellectuel, par exemple ici c'est 100, à chaque fois qu'on va augmenter le quotient intellectuel, on va aller vers 145, 150, etc. Donc la fréquence de ces personnes va être de plus en plus rare et donc c'est logique que la majorité des personnes sont autour de la moyenne et donc c'est pour cette raison-là que ça va nous donner une distribution normale. C'est-à-dire la majorité des gens ont une intelligence, on va dire, normale. Parce que les très doués ont une intelligence qui n'est pas normale, mais qui est exceptionnelle. Vous voyez, donc c'est ça la définition. Et si on va dans l'autre côté, par exemple, les gens qui n'ont pas une très grande intelligence et donc, on descend dans l'IQ, peut-être c'est des gens qui ont eu des problèmes, ou donc un manque là on remarque un manque très important de quotient intellectuel et donc là c'est très rare aussi qu'on va voir des gens qui ont extrêmement un quotient intellectuel bas et donc voilà cette distribution ça suit une distribution ou cette variable ça suit une distribution normale. La même chose par exemple pour la glycémie, vous voyez la glycémie, la majorité des personnes sont centrées autour de la moyenne, ont une glycémie normale et il y a des gens et rarement qu'on remarque des gens qui ont une très grande glycémie et des gens qui ont une très basse glycémie parce que ça va être une urgence vitale si on est dans les cas extrêmes et ça va se raréfier à chaque fois qu'on s'éloigne de la moyenne. Donc ça c'est les variables qui suivent une distribution normale. Généralement, c'est des variables qui sont sujets à multiples influences, c'est-à-dire ils sont influencés par plusieurs facteurs. Si on part sur la taille, elle est influencée par plusieurs facteurs, des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, des facteurs nutritionnels, des facteurs, etc. La même chose pour le quotient intellectuel, la même chose pour la glycémie. Donc, et quand on a un éventail de facteurs, un cortège de facteurs qui peuvent influencer cette variable-là, généralement, la variable, elle peut suivre une distribution normale. Donc ça, c'était pour vous donner le principe de base de la distribution normale. J'espère que ça a été simple en ce qui concerne la compréhension sur ce côté. Maintenant, la forme de la distribution normale, elle peut varier selon plusieurs facteurs. D'accord? Donc il y en a plusieurs facteurs qui exigent la forme de la distribution normale. Et parmi ces facteurs, donc premièrement, on a la moyenne, bien sûr, parce qu'elle est donc elle est toujours concernée par la moyenne, qui est un caractère très important. Et le deuxième caractère, ce qu'on appelle un caractère qu'on appelle l'écart type ou bien standard deviation, et qui est un caractère de dispersion. Avant de parler sur ça, on doit expliquer quel est le rôle de l'écart type, quel est le rôle de ce qu'on appelle en anglais the standard deviation dans la distribution normale. Alors ici, on va considérer ça que ce sont deux populations entre guillemets. Donc chaque population est composée de 4 personnes. On va considérer que des populations, d'accord? Juste pour l'intérêt pédagogique. Alors dans la population 1, suivez avec moi s'il vous plaît. Dans la population A, on a donc cet homme-là qui a peut-être l'âge de 25 ans. On va considérer qu'il a l'âge de 25 ans. D'accord? Donc, il a 25 ans. OK? Donc, c'est un jeune homme. Et ici aussi, il a 30 ans. Et là, il a 27 ans. Et là, il a 28 ans. D'accord? Donc, ces gens-là ont des âges très rapprochés, comme vous remarquez très bien. Et si on va calculer la moyenne des âges de la population A, donc tout simplement la moyenne, donc c'est mu égale à, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est clair qu'on va faire, qu'on va additionner les valeurs et qu'on va diviser sur l'ensemble des valeurs. C'est la loi de la moyenne arithmétique. Donc 25 plus 27 plus 28 plus 30. Et on divise le tout sur 4. Et ça va nous donner comme résultat 27 ans et demi.
D'accord. On va aller donc dans la population B, ok? Alors la population B, cet homme-là, il a l'âge de 50 ans, on va dire, ok? Celui-là, il a l'âge de 10 ans. Et ces deux hommes-là, ils ont l'âge de 25-25 chacun. Donc 25 ans, 25 ans. Alors si on va calculer la moyenne, d'accord? Donc si on va calculer la moyenne, alors mu, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à 10 plus 25 plus 25 plus 50, le tout divisé sur 4. Ça va nous donner la même chose, c'est-à-dire 27 ans et demi. Alors si vous remarquez très bien, donc ça c'est la mu B, c'est la moyenne de la population B. Et ici c'est la mu A, c'est-à-dire c'est la moyenne de la population A. Maintenant, si vous allez remarquer très bien avec moi, vous allez remarquer que les deux populations, la population A et la population B, ont eu la même moyenne. Regardez ici et regardez ici. C'est-à-dire la moyenne des âges de la population A et la moyenne des âges de la population B, c'est la même chose. Et ça, c'est un exemple qui vous montre à quel degré la moyenne, elle peut avoir des défauts parfois dans notre analyse. Pourquoi? Parce que premièrement, si on va prendre que la moyenne comme un facteur, donc on va dire que les deux populations sont jeunes et que les deux populations ont des âges très rapprochés et qu'on va être ignorant, qu'on va négliger pas mal de facteurs qui font une différence flagrante entre deux populations. Remarquez ici la population A. La population A, c'est vrai, ils ont des âges très rapprochés. La population B, non. Elles n'ont pas des âges très rapprochés. D'ailleurs, je ne peux pas dire que c'est une population qui est aux alentours des vingtaines, juste parce que la moyenne est 27,5. Parce que j'ai deux personnes qui ont 25 ans, mais aussi j'ai une personne qui a 50 ans et j'ai une autre personne qui a 10 ans. Donc, donc la population B, c'est une population, si vous remarquez très bien, qui est plus éparpillée par rapport à la population A. Donc, plus éparpillée, c'est-à-dire qu'elle est plus dispersée. Mais malgré ça, la moyenne n'a pas montré cette dispersion, n'a pas montré ce caractère éparpillé de la population B, ni le caractère centré, ni le caractère rapproché de la population A. Pourquoi? Parce que en comparant, on a trouvé la même moyenne. Donc la moyenne, elle va pas vous montrer le degré de dispersion et elle va pas montrer est-ce que cette population est centrée ou elle est dispersée ou elle est rapprochée ou autre. Donc on doit appeler un deuxième paramètre qui doit nous aider, qu'on appelle, ou bien d'autres paramètres qui doivent nous aider, qu'on appelle des paramètres de dispersion. Alors on a plusieurs paramètres de dispersion, mais nous allons se focaliser sur deux principalement. Alors le premier paramètre de dispersion, c'est ce qu'on appelle la variance. Alors la variance, généralement, donc elle a une règle très simple. Donc c'est la somme des valeurs que vous avez dans la population. Donc on va soustraire la moyenne des valeurs que nous avons dans la population. Donc mu, le tout au carré sur l'ensemble de la population. Ça va nous donner sigma au carré qu'on appelle la variance. Donc c'est sigma au carré, ok? Si on est en train de traiter une population, et c'est S au carré si on est en train de traiter un échantillon. Il y a une petite slight difference, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, d'accord? Parce que ce n'est pas vraiment l'intérêt de la question. Alors l'essentiel, c'est qu'on a des valeurs donc on va faire cette différence entre les valeurs et les moyennes, et on va tout diviser sur n. Remarquez avec moi dans la population A. Alors dans la population A, on a une personne qui a 25, une autre qui a 27 ans, une autre qui a 28, une autre qui a 30 ans. Et dans la population B, on a une personne qui a 10, deux qui ont 25 ans et une autre personne qui a 50 ans. Donc, ce n'est pas la même chose. Alors, au niveau de la population, donc, quand on va faire cette variance, on va prendre ces valeurs-là. Par exemple, si je vais calculer la variance de la population A, qu'est-ce que je vais faire? Alors, sigma A au carré. Alors, sigma au carré de A. OK. Je vais prendre la première valeur, donc, qui est 25 ans. Donc, 25 moins 27,5. Remarquez avec moi, s'il vous plaît. Moins 27,5. OK? Je mets au carré et je mets plus. J'ouvre une autre parenthèse. La deuxième personne, elle a l'âge de 30 ans. Donc, 30 moins, encore une fois, 27,5. À chaque fois, je vais, c'est-à-dire, faire la différence avec quoi? Avec la moyenne. OK? À chaque fois, je vais faire la même chose. Plus, je prends le troisième, qui est 27 ans. Donc, 27 plus, ou bien 27, excusez-moi, moins 27,5 au carré, etc. Le tout sur 4, parce que j'ai 4 personnes dans la population. Et je fais la même chose
avec la B. Je fais la même chose avec la B. 50 moins 27,5 plus 10 moins 27,5, bien sûr au carré, plus 25 moins 27,5 au carré, plus 25 moins 27,5 au carré. Et je vais avoir la variance. Alors, premièrement, pourquoi on met au carré au niveau de la variance? Alors, premièrement, le au carré, qu'est-ce qu'il fait? Ou bien donc cette différence au carré, c'est quoi son rôle? Alors, premièrement, c'est pour éviter que les valeurs s'annulent. Donc, pour éviter les valeurs négatives. Parce que on sait très bien que quand on met des valeurs au carré, donc tout va être positif. Si je vais faire 25 moins 27,5, j'aurai ici moins 2,5. Regardez un exemple ici. Ici, 30 moins 25,5, j'aurai plus 2,5. Si je ne fais pas le au carré, d'accord? Si je ne vais pas mettre le au carré, qu'est-ce que j'aurai en fin de compte? Moins 2,5 plus 2,5, ils vont s'annuler, les valeurs ils vont s'annuler et tout va devenir zéro. Et même la variance, en fin de compte, va me donner une valeur de zéro. Parce que à chaque fois que j'aurai des valeurs positives, j'aurai des valeurs opposées qui sont négatives et qui vont s'annuler et que la variance va devenir négative. Donc pour éviter ce problème, on met au carré. Ok? La deuxième des choses, pour un petit peu exagérer les valeurs. C'est-à-dire que si la différence est flagrante et que je vais mettre au carré, ça va être plus grande. C'est clair? Et si la différence elle est petite et que je vais mettre au carré, ça va être, surtout si elle est inférieure à 1 par exemple, ça va être plus petite parce qu'une valeur inférieure à 1 et quand elle est mise au carré, ça va être plus petite. Donc c'est pour un petit peu exagérer les différences aussi. Et donc c'est pour cette raison-là qu'on met au carré. D'un côté pour éviter les valeurs négatives et d'un autre côté pour exagérer les différences. Et donc on aura la variance. Mais ce au carré va me donner pas sigma, mais il va me donner sigma au carré, qu'on appelle la variance. Donc en fin de compte, j'aurai le résultat par exemple ici dans notre exemple en âge au carré, pas en âge. Donc c'est pas très beau. Âge au carré, ça sert à rien. Donc, pour donner on va dire, un caractère qui est concordant avec notre unité, par exemple en âge, donc qu'est-ce qu'on fait? On va appeler ce qu'on appelle l'écart type. Alors, l'écart type, c'est juste quoi? The square root, ou là, ce qu'on appelle la racine carrée de la variance, tout simplement ça. C'est la racine carrée de la variance. Et donc, le résultat va être en h au lieu de h au carré. C'est tout simplement ça. Et donc, quand la variance elle est grande, l'écart type il va être grand. Si la variance elle est petite, l'écart type elle est petite parce que il est petit parce que c'est toujours la square root, c'est-à-dire la racine carrée de la variance. Et donc, l'écart type c'est un paramètre de dispersion aussi avec la variance. Et donc, ça marche très parallèlement avec la variance et qu'on appelle en anglais the standard deviation. OK, the standard deviation. Et la variance, en anglais, it's the variance, c'est-à-dire c'est la même chose. D'accord? Donc, on doit connaître les termes en anglais, surtout si on s'intéresse à la data analyse, etc. C'est très important pour avoir une documentation très riche. Très bien. Donc, ça, c'était pour vous expliquer l'écart type, c'est quoi, ou the standard deviation. Mais pourquoi je vous ai expliqué ça? Alors, on a très bien compris que le rôle de l'écart type, c'est un paramètre de dispersion. C'est-à-dire, il va vous montrer à quel degré la population, elle est dispersée. Par exemple, là, on sait très bien, on fait la différence avec la moyenne. Donc, si la population elle est dispersée, c'est-à-dire les valeurs vont être éloignées de la moyenne, et donc cette différence va être une différence qui est grande. Et donc, automatiquement, puisque la différence elle va être grande, la variance elle va être grande, et puisque la variance elle va être grande, l'écart type aussi il va être grand. Donc, pourquoi? Parce que toujours on calcule la différence avec la moyenne. Mais si par exemple dans la population A, j'ai des valeurs qui sont autour de la moyenne, et c'est des valeurs qui ne sont pas très dispersées, donc la différence avec la moyenne ne va pas être très grande. Donc ici, la variance, elle va être petite parce que c'est un paramètre de dispersion qui fait la différence entre les valeurs et la moyenne. Et puisque les valeurs sont très proches de la moyenne, la différence ne va pas être très grande, c'est-à-dire que la variance, elle va être petite, c'est-à-dire que je pourrais conclure qu'elle est moins dispersée. Et il faut savoir aussi que, donc, puisque la variance elle est petite, donc aussi l'écart type qui est sigma, il va être petit, parce que la variance est sigma au carré, et puisque c'est la racine carrée, donc l'écart type c'est sigma. Ok? Voilà, c'est tout simplement ça. Et donc là, on sait très bien que sigma b au carré, c'est-à-dire la variance de la population B, va être plus importante. Elle et l'écart type, bien sûr, va être plus important parce que c'est plus dispersé, donc c'est plus loin pardon, par rapport à la moyenne. Et donc cette différence entre xi et mu va être importante et donc on aura un résultat important. Vous voyez, donc c'est pour cette raison-là qu'on va appeler ces paramètres de dispersion. Et puisqu'on a parlé sur ce point,
Pourquoi ce point est très intéressant en distribution normale? Alors, premièrement, si j'ai des valeurs, c'est cet écart type qui est un paramètre de dispersion et qui vous montre à quel degré vos valeurs sont dispersées ou pas, c'est-à-dire à quel degré vos valeurs sont très loin de la moyenne ou proches de la moyenne. Donc, cela va un petit peu créer une certaine distance par rapport à la moyenne. Et ces distances seront très importantes pour connaître et pour, c'est-à-dire maîtriser la distribution normale. Par exemple, ici, si on a une moyenne de quotient intellectuel qui est de l'ordre de 100 et qu'on a l'écart type, d'accord, de l'intelligence, par exemple, l'écart type c'est 15. Donc l'écart type, par exemple, il est 15. Alors quand on va s'éloigner avec un seul écart type, ici on aura 115. OK? Et ici, on s'éloigne avec un seul écart type, mais dans le côté négatif. C'est-à-dire, on va enlever un seul écart type. Donc ici, on aura 100 moins 15, qui est l'écart type. Donc ça va être 85. Quand on va s'éloigner avec un seul écart type, donc on est dans des valeurs qui sont proches de la moyenne, parce que la distance, c'est la première distance, c'est un seul écart type. Donc c'est des valeurs qui sont très proches de la moyenne, donc automatiquement ici on est dans des valeurs fréquentes. Si on s'éloigne avec un seul écart type, ça présente ici 34,5 des valeurs. Donc 34% pardon, de quoi? C'est pas 34,5, excusez-moi. 34% des valeurs sont entre la moyenne et un premier écart type, c'est-à-dire les gens qui ont une intelligence entre 100 et 115 présentent 34% de la population, qui est une proportion très importante, hein. Et ici aussi, donc les gens qui ont une intelligence entre 85 et 100, c'est aussi la même chose parce que c'est symétrique, c'est 34%. Donc si j'ajoute un seul écart type, c'est 34%. Si je vais soustraire un seul écart type, c'est 34%. Et donc, l'ensemble des personnes qui ont une intelligence entre 85 et 115, d'accord, entre 85 et 115, c'est 34% plus 34, ce qui va faire 68%. D'accord? Donc 68% de la population a une intelligence entre 85 et 115. Ou bien, je dirais, au lieu de dire intelligence, je dirais un quotient intellectuel entre 85 et 115 qui présente 68% de la population. D'accord? Donc, vous remarquez très bien. Et c'est très logique qu'on aura la majorité ici parce que c'est centré autour de la moyenne, c'est proche autour de la moyenne, et donc c'est la majorité. Et donc, on est dans le cadre normal. D'accord, maintenant on va aller un petit peu dans l'extrême. Si je suis dans la moyenne plus un écart type et que je vais rajouter un autre écart type, c'est-à-dire que je vais m'éloigner avec un autre écart type. Donc entre le premier écart type et le deuxième écart type, on a uniquement 13,4% de la population. Donc 13,4%, pardon, 13,5% de la population existe entre la première et la deuxième, c'est-à-dire le premier écart type et le deuxième écart type. La même chose ici, parce que c'est symétrique, c'est 13,5% de la population. Et puis, si je suis entre deux écarts types et trois écarts types, ici, d'accord, donc ça va être 2,35% de la population. Et ici, c'est la même chose. Donc, automatiquement, parce que je suis encore loin, donc je suis dans des valeurs extrêmes, et donc c'est pas très fréquent. Et ici, ce qui reste après le troisième écart type, que ce soit dans le côté négatif ou que ce soit dans le côté positif, c'est-à-dire que ce soit après qu'on a ajouté ou après qu'on a donc éliminé. Donc ici, ça va être 0,15% et ici aussi, ça va être 0,15%. Je ne connais pas le participe passé du verbe soustraire, excusez-moi. D'accord? Donc voilà, donc ici c'est 34%, 13,5%, 2,35% et 0,15%, et c'est la même chose dans l'autre côté. Et donc quand on va aller dans les extrêmes, ça va être de plus en plus rare. Voilà, donc ça, j'espère que ça a été expliqué. Maintenant, si on va être ici, 85 moins 15, parce qu'on s'est éloigné avec un seul écart type. Donc ça va être 70. Ici, 70 moins 15, donc ça va être 60, 55. D'accord? Et ici, 115 plus 15, ça va être 130. Et ici, ça va être 145. Voilà. Donc si on va aller, maintenant, on va dire que toutes les personnes qui ont un quotient intellectuel entre 70 et 130, donc automatiquement, ça va être 13,5 plus 34 plus 34 plus 13,5. C'est ça le pourcentage des personnes qui ont une intelligence entre 70 et 130. Et ça va vous donner tout simplement 95%. Et si on va aller de 55 à 145, ça va être 97,5, je crois, pour cent. D'accord? Si je ne me trompe pas dans les calculs. Voilà, donc ça, c'est comment on fait les calculs en général. D'accord? Donc, c'est-à-dire d'une façon 99, pardon, excusez-moi. 99,7, excusez-moi, 99,7%.
J'ai fait un mauvais calcul. Voilà, parce que c'est 2,35 plus 13,5 plus 34 plus 34 plus 13,5 plus 2,35. Donc, ce sont toutes les personnes qui sont entre 55 et 145 de quotient intellectuel. Le 0,3%, il est réparti sur ce côté et sur l'autre. Donc, 0,15 ici et 0,15 ici. Très bien. On continue donc. Donc, ça, c'est une courbe. Quand vous remarquez très bien, c'est une courbe. Il faut aussi savoir que ces pourcentages représentent la surface qui est en dessous de la courbe. Par exemple, si on parle sur 34%, alors 34%, c'est tout ça, vous remarquez? Ici, par exemple, ici, tout ce qui est coloré, cette surface colorée, elle est de l'ordre, toute la surface et toute l'aire colorée ici, elle est de l'ordre de 0,68, qui correspond à 68%. Vous vous remarquez? D'accord? Donc, le pourcentage, la fréquence représente toute la densité, on va dire, et donc toute la surface qui est under the curve, c'est-à-dire sous la courbe. Par exemple, si je veux vous dire, donnez-moi toute la surface, d'accord? Donc, qui existe sous toute la courbe. Pas uniquement le coloré, mais toute la courbe. Là, vous allez me dire donc automatiquement que c'est 100%. 100%, c'est-à-dire 1. Voilà, donc toute la surface, c'est 1. 0,68, ça existe entre moins un écart type et plus un écart type. Vous remarquez? Donc, c'est la surface under the curve. C'est très important ça pour connaître le reste. Autre chose, ça c'est une courbe, et puisque c'est une courbe, donc c'est une fonction, et puisque c'est une fonction, elle a sa formule. Donc la formule de cette fonction, c'est f de x égale à 1 sur sigma. Sigma, c'est l'écart type, on en avait déjà parlé, multiplié fois la racine de 2pi, le tout multiplié fois expo moins 1 demi. Donc expo qui est bien sûr le nombre nibérien, donc 2,71, etc. Donc multiplié fois x moins la moyenne, divisé sur sigma qui est l'écart type, le tout au carré. Donc c'est cette formule que représente cette courbe-là, donc la courbe de la loi normale. Et cette formule, on appelle, d'accord, donc la fonction de densité, d'accord, de probabilité, parce que ça représente la densité de probabilité, c'est-à-dire que ça va représenter la probabilité. Voilà. Donc c'est la fonction de densité de probabilité parce que ça va vous représenter la densité de la probabilité que vous êtes en train d'étudier. Tout dépend des facteurs que nous sommes en train de traiter. Donc ça, c'était pour vous parler sur la fonction qui représente donc la fonction de densité de probabilité, d'accord, qu'on appelle en anglais the PDF, d'accord, donc Probability Density Function, the PDF, c'est très connu sous cette abréviation. Et maintenant, on va passer à un petit exo, d'accord. Donc bon, avant de passer, pardon, à l'exercice, je vais vous parler sur l'effet de l'écart type sur la courbe. Donc, et puis, on va passer à un petit exercice. Alors, l'effet de l'écart type. Maintenant, on va traiter quel est l'effet de l'écart type. On va comprendre quel est l'effet de l'écart type sur notre courbe, sur notre distribution normale. Alors, donc, on sait très bien que l'écart type, il représente la dispersion. Il représente à quel degré les valeurs sont centrées sur la moyenne ou sont éloignées sur la moyenne. Et donc, automatiquement, il va un petit peu exiger une certaine forme de la distribution normale. Alors, par exemple, ici, on a la moyenne qui est égale à 0, vous remarquez en bleu. Donc la moyenne qui est égale à 0 et le sigma au carré qui est la variance, elle est égale à 0,2. Donc la variance, puisqu'elle est égale à 0,2, donc l'écart type qui est la racine de la variance, aussi il va correspondre à la racine de 0,2. Donc ça va marcher avec. Et donc remarquez très très bien ici la forme de la courbe. Maintenant on va comparer avec la courbe rouge. La courbe rouge, elle a la même moyenne, la moyenne toujours c'est la même, c'est 0. Mais on remarque une variance qui est plus importante, c'est-à-dire un écart type qui est plus important. Et puisqu'on a un écart type qui est plus important, c'est-à-dire les valeurs, ils vont être un petit peu plus éloignées de la moyenne par rapport à la couleur bleue. Au niveau de la couleur rouge, puisqu'on a un écart type qui est plus important, donc les valeurs vont être plus dispersées, donc plus éloignées de la moyenne par rapport à la couleur bleue. Et donc, ça va nous donner cette forme-là. Donc, la courbe, elle va être plus étalée, plus élargie pour représenter une différence plus importante en matière d'écart type par rapport à la moyenne. Parce que vous remarquez ici, donc sigma, sigma, d'accord? Donc ici, sigma, sigma, vous remarquez donc la différence, la distance, elle est plus importante par rapport à la moyenne, étant donné que c'est plus éparpillé, étant donné que la variance, qui est un paramètre de dispersion, est plus grand, c'est-à-dire que l'écart type est plus grand, et donc la courbe, elle va être plus étalée, plus élargie.
Encore plus, si je vais augmenter encore la variance, vous remarquez ici dans le troisième exemple, donc si j'augmente encore la variance, elle est de l'ordre de 5, c'est-à-dire que l'écart type il va être encore plus important, et donc la courbe elle va être encore plus étalée, plus élargie, malgré la moyenne, elle est toujours la même, elle est de l'ordre de 0. Et si je vais diminuer l'écart type, là, donc comme en couleur bleue, donc l'écart type, la distance elle va être petite par rapport à la moyenne, et donc la courbe elle va être plus étroite, elle va être plus haute, plus pointue, plus étroite, d'accord? Donc ce qui est logique. Ici, par exemple, aux couleurs vertes, vous remarquez, on a changé carrément. D'accord, donc la moyenne. Et donc, quand on change la moyenne, bien sûr, la courbe, elle va carrément changer d'emplacement, on va dire, entre parenthèses, parce que la moyenne a changé. Donc, elle va être centrée autour de -2 au lieu d'être centrée pardon, sur 0. Donc, elle s'est déplacée sur la gauche. La même chose, si vous allez par exemple mettre une moyenne plus grande que la moyenne de 0, par exemple ici on a 0, donc si on va mettre une moyenne plus grande, ça va être déplacé vers la droite. Donc, la moyenne exige un certain déplacement. Donc ça nous donne une information très très importante qui parle sur quoi? Qui parle sur les deux caractères qui caractérisent la loi normale. Alors maintenant, quels sont les deux caractères caractérisant la loi normale? Alors premièrement, on a la moyenne bien sûr, parce que vous savez, vous remarquez très bien que la moyenne exige un certain emplacement de la courbe. Il y a un deuxième élément qui caractérise la loi normale, qui est l'écart type, parce qu'il fait la différence des valeurs avec la moyenne, et donc automatiquement la dispersion autour de la moyenne, et donc automatiquement la forme de la courbe. Est-ce qu'elle est plus étalée, plus élargie en cas d'écart type important, c'est-à-dire en cas de dispersion importante, ou est-ce que le contraire? Donc ce sont deux facteurs qui exigent la distribution normale. Et donc c'est pour cette raison-là, quand on dit que une variable suit, donc on fait ce symbole pour dire qu'elle suit, une distribution normale, d'accord, ou bien une loi normale, on ouvre le parenthèse. Premièrement, on remplit la moyenne et deuxièmement, on va remplir l'écart type, d'accord? Voilà, donc c'est très important parce que ce sont les deux facteurs qui caractérisent, donc qui vont caractériser la loi normale. Et c'est très important de connaître le rôle de ces deux facteurs, donc qui a été très bien schématisé dans ce schéma. Remerciement à son auteur. Alors, exercice. Maintenant, on va commencer un petit exercice qu'on va traiter, d'accord? Donc, brièvement, et pour savoir aussi l'intérêt de la règle empirique, qu'on appelle la règle empirique, the empirical rule, dans la distribution normale. Alors, l'énoncé, on suppose que les notes d'un examen suivent une loi normale de moyenne de 70 et d'écart type de sigma qui est égal à 10. La classe comporte 120 étudiants. Répondre aux questions suivantes en utilisant la règle empirique. Donc, on va utiliser la règle empirique de la loi normale pour répondre à ces questions. On va savoir qu'est-ce que ça veut dire une règle empirique, ne vous inquiétez pas. Alors, quel pourcentage de la classe a une note comprise entre 60 et 80? Alors, premièrement, on a les informations, on a l'écart type et on a la moyenne. Puisqu'on a l'écart type et on a la moyenne, on est dans une situation confortable. Alors, donc, on a ici la moyenne. Donc, je vais remplir. Si je vais par exemple schématiser dans mon brouillon, si je suis dans un examen, dans mon brouillon, je schématise comme ça une courbe de la loi normale. Donc tout simplement, je vais remplir ici la moyenne donc, qui m'a été donnée, c'est-à-dire 70. Et je connais l'écart type. Donc ils nous ont dit que la moyenne, elle est de 70 et l'écart type, c'est 10. Donc je vais m'éloigner à chaque fois avec 10. Donc 70 plus 10, ça va faire 80 ici, 90, 100. Ici, ça va être 60, 50, 40, etc. D'accord? Maintenant, ils nous ont dit quel est le pourcentage de la classe qui a une note comprise entre 60 et 80. Nous avons déjà parlé. La règle empirique, c'est le fait d'utiliser les pourcentages connus que j'ai déjà mentionné avant de parler sur cet exercice. C'est-à-dire, je vous ai déjà dit que 34% et demi des valeurs existent ici, 34% et demi des valeurs existent ici. D'accord? Pourquoi j'ai dit 34 et demi? C'est 34. J'ai un trou de mémoire là. Mais je fais attention hein, après tout. Donc 34, 34. Et ici, on a donc 13 et demi, 13 et demi, vous savez très bien. Et ici, c'est 13 et demi. Et ici, c'est 2,35. Donc voilà, 2,35%. Ici, c'est 2,35%. Et là, il nous reste une petite proportion de 0,15%. Et la même chose dans l'autre côté. Alors, quel est le pourcentage des gens
qui vont obtenir une note entre 60 et 80. Alors on remarque que selon la règle empirique de la distribution normale, et puisque nos variables suivent une distribution normale, une loi normale, puisqu'ils suivent une loi normale, on peut dire automatiquement que 68% des valeurs, donc 68% des valeurs existent entre 60 et 80. C'est-à-dire 68% des élèves ont une note entre 60 et 80. Ça, c'est la première information. La deuxième information, 7,68%, c'est 0,68. Et on a dit que ce 0,68 représente toute la surface sous la courbe qui est limitée par la première, donc 60 ici. Alors, je vais mettre une autre couleur. Qui est limitée ici par 60 et limitée de l'autre côté par 80. D'accord? Donc, c'est-à-dire, c'est toute cette surface qui est sous la courbe et qui est limitée entre 60 et 80. Alors la surface sous la courbe, donc elle peut être calculée par quoi? Par ce qu'on appelle des intégrales. Le rôle des intégrales, c'est qu'ils peuvent vous donner la surface qui se trouve sous la courbe. Par exemple ici, si je veux savoir la surface qui est sous la courbe et qui est limitée par le A et par le B, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement intégrale entre A et B de la fonction que j'ai ici. Bon, ici on n'a pas la fonction de densité de probabilité qui correspond à la loi normale, c'est pas ça. C'est une autre fonction. Donc, qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas sa formule. En tout cas, donc, c'est l'intégrale entre les deux bornes, la A et B pour, bien sûr, exiger les limites. Et puis, écrire la fonction. Et donc, comme ça, on aura toute la surface qui est colorée ici, qu'on va remarquer en rouge, et qui est under the curve, c'est-à-dire sous la courbe. Donc, la même chose ici. Donc, ici, c'est vrai qu'on a utilisé la règle empirique. La règle empirique, elle nous a donné le résultat de 0,68, qui est 68%. Mais on pouvait aussi utiliser les intégrales, c'est-à-dire calculer en utilisant les intégrales pour savoir la surface qui est sous la courbe et qui correspond au pourcentage qui a été déjà mentionné. Par exemple, on fait l'intégrale entre 60 et 80. Et là, je vais écrire ma fonction, donc c'est-à-dire la fonction que j'avais déjà, qui est 1 sur sigma fois la racine de 2pi. Alors sigma, déjà, je connais la valeur, donc c'est 10, ok? Parce que l'écart type il est égal à 10 dans cet exemple, multiplié fois expo moins 1 demi fois, donc x, on garde x comme elle est, donc dans certains calculateurs, vous pouvez faire ça directement, donc vous mettez le symbole de l'intégrale, vous remplissez les bornes, vous écrivez votre fonction, vous remplissez l'écart type, vous remplissez la moyenne bien sûr, la moyenne donc elle est de l'ordre de 70, donc x moins 70, vous gardez x comme elle est, vous mettez alpha et vous écrivez x, et puis le tout divisé sur alpha, c'est-à-dire je parle sur certains calculateurs qui appellent cette fonction alpha. D'accord? Donc le bouton est appelé alpha. Vous cliquez sur le bouton alpha et vous cliquez sur X pour que vous puissiez mettre X dans l'afficheur du calculateur. Et bien sûr, on a plusieurs calculateurs aussi en ligne qui sont disponibles gratuitement en ligne. Vous pouvez les utiliser pour calculer directement les intégrales. D'accord? En tout cas, donc expo moins 1 demi fois X moins 70, le tout divisé sur l'écart type qu'on connaît et qui est de l'ordre de 10. Et on aura notre résultat. Alors, si vous allez utiliser le calculateur, votre résultat, peut-être il va être un petit peu différent, mais très, très proche au résultat qui a été donné dans la règle empirique, c'est-à-dire très proche de 0,68. Et donc, vous saurez que la surface occupée entre 60 et 80, c'est 0,68. Et donc, la fréquence et donc le pourcentage, il correspond à 68%. D'accord? Parce que le pourcentage et la fréquence, c'est la même chose que la surface qui est sous la courbe. Alors, pourquoi je vous ai parlé sur ce point? Pourquoi ne pas utiliser uniquement la règle empirique et puis c'est tout? Parce que parfois, on peut avoir des valeurs qui ne correspondent pas à la règle empirique. Je vous parle, par exemple, si je vais vous dire dans un exercice, donnez-moi, en utilisant les intégrales, donnez-moi par exemple le pourcentage des élèves qui vont obtenir une note entre 65 et entre 77. Alors 65, elle est là. 77, elle est là. Ça ne correspond pas à un écart type. Donc, vous n'allez pas pouvoir savoir combien le pourcentage qui existe là et donc qui existe en général parce que la règle empirique n'a pas donné le pourcentage qui correspond à toutes les valeurs possibles. Ça vous a donné juste les pourcentages qui correspondent aux écarts types, c'est-à-dire à chaque fois qu'on s'éloigne avec un écart type. Et donc, la règle empirique ne va rien donner. On ne connaît pas le pourcentage. Et donc, on doit utiliser les intégrales, c'est-à-dire mettre ici 65. Là,
en haut 77 et on va écrire, c'est-à-dire ici, donc c'est 65 et ici c'est 77 et on va savoir la surface occupée et donc le pourcentage des notes qui sont entre 65 et 77. Vous voyez, donc c'est très précis et vous aurez un autre résultat bien sûr que 0,68, hein, bien sûr. Combien d'étudiants ont une note comprise entre 50 et 90? Alors là, ils nous disent combien d'étudiants. Attention, c'est pas le pourcentage, mais ils nous disent combien d'étudiants. Mais bien sûr, on doit connaître premièrement le pourcentage avant de connaître le nombre d'étudiants. Alors ici, je vais effacer ça. Ok. Alors, attendez. We need to clean everything so that we can calculate so easily. Alors, ok. Très bien. On va effacer ça. Très bien. Alors, ici, on avait 90. Ici, c'est 100. Très bien. Alors, entre 50 et 90. Alors, entre 50 et 90, on est à une distance qui sépare moins 2 écart type avec plus 2 écart type. Donc ici, on a 34%, d'accord? Et ici, on a 34%. OK? Et ici, on a 13,5. Et ici, on a 13,5. Donc tout simplement, on va additionner toutes ces valeurs-là pour savoir tout le pourcentage occupé au niveau de cette région. Tout simplement. C'est-à-dire tout le pourcentage des élèves qui ont obtenu entre 50 et 90. C'est tout simplement ça. Et donc ça va être 13,5. Alors, il y en a qui disent, alors 13,5, pardon, pour cent, plus 34%, plus 34% et plus 13,5%. D'accord? Et ça va vous donner environ 95%. C'est-à-dire 95% des élèves vont avoir des notes entre 50 et 90. Et puis là, ils nous ont dit combien d'étudiants. Combien d'étudiants, pas combien, pas quel est leur pourcentage. On sait que les étudiants, en général, on a 120 étudiants. C'est par rapport à l'énoncé de l'exercice, hein. L'énoncé de l'exercice, il nous a dit que la classe comporte 120 étudiants. Et donc, pour savoir 95%, ça représente quoi de ces 120 étudiants? Alors, c'est facile, tout simplement. 120 multiplié fois 95%. Attention, hein, pourcent. C'est pas fois 95. J'ai parlé en algérien maintenant. C'est pas fois 95, d'accord? Donc, c'est fois 95%, d'accord? Donc, ce qui correspond à 0,95, d'accord? C'est 0,95 qui est 95%. 95%, c'est pas 85, c'est pas 95, ok? Ok, ça doit être très clair ici pour que ça soit très bien élaboré. Alors 120 fois 95%, ou bien vous pouvez faire 120 fois 0,95. Hein. Ok, c'est la même chose, ça va vous donner le même résultat. Et ça va nous donner donc un nombre qui est proche de 114 étudiants. Donc environ 114 étudiants vont avoir une note entre 50 et 90, c'est-à-dire 95% d'étudiants vont avoir une note qui est entre 50 et 90. Déjà 114 à partir de 120, c'est beaucoup. Quelle est la probabilité qu'un étudiant choisi au hasard obtienne un score entre 60 et 80? Alors là, c'est une question qui se répète. La probabilité qu'un étudiant qui est choisi au hasard obtienne un score entre 60 et 80, alors c'est tout simplement 68%, parce que c'est 34 plus 33%. D'accord? Approximativement, combien d'étudiants ont eu un score supérieur à 90? Alors, les étudiants qui vont avoir un score supérieur à 90, donc ici, on est dans le supérieur à 90, donc on est là. OK? Et là. Donc ça, c'est 2,35%. Plus ce qui reste, la petite proportion qui reste ici, c'est 0,15%. Alors, 2,35 plus 0,15, ça va vous donner tout simplement 2,5% des étudiants. Et puis, pour calculer le nombre, vous multipliez cette 2,5 fois le nombre total des étudiants qui est 120. OK? Donc, voilà. Donc 2,5%, vous pouvez mettre le pourcentage dans vos calculateurs ou bien vous pouvez utiliser 0,025% qui correspond à 2%, bien sûr. Hein, d'accord? Donc c'est la même chose si vous allez utiliser ce calcul et vous multipliez tout ça fois 120 et ça va vous donner 3 étudiants. Donc environ 3 étudiants vont obtenir une note supérieure à 90. Alors,
Quel pourcentage de la classe a une note inférieure à 40 ou supérieure à 100? Alors, si elle est inférieure à 40 ou supérieure à 100, donc ici, on est soit ici et on est soit ici. D'accord? Donc, ici, on a le pourcentage de 0,15%. Et ici aussi, c'est la même chose. On a un pourcentage de 0,15. Donc, c'est-à-dire ce 0,30%. L'ensemble, ça fait 0,30%. C'est le pourcentage. D'accord? Donc, le pourcentage de la classe qui a une note inférieure à 40 ou supérieure à 100, c'est 0,30%. OK? Parce que 0,15 des deux côtés, des valeurs extrêmes. Combien d'étudiants ont une note entre 80 et 90? Alors, entre 80 et 90, on a 13,5% des pourcentages qui vont obtenir une note entre ces deux valeurs. Et donc, cette 13,5, on va la convertir en nombre d'étudiants, tout simplement, donc en multipliant fois 120. OK? Donc, 13,5% fois 120, ça vous donne directement un résultat que vous pouvez calculer. Moi, je suis en train d'utiliser mon calculateur, donc fois 120, ça va vous donner donc 16,2, on va dire, c'est-à-dire c'est presque 16 étudiants qui obtiennent une note entre 80 et 90. C'est bon? Donc c'est ça l'utilité de la loi empirique, c'est-à-dire que vous apprenez, on va dire, les pourcentages et puis vous les utilisez dans le cadre si vous avez des valeurs qui correspondent à la règle empirique. Donc j'espère que ça a été très clair, très simple en matière de l'utilisation de la règle empirique dans la distribution normale. Maintenant, on va passer à un nouveau titre qu'on appelle la standardisation. Alors là, vous devez suivre avec moi très très bien parce que c'est un concept qui est très important aussi en calcul de probabilité en utilisant la distribution normale parce que ça aide énormément à résoudre pas mal de soucis. Et aussi, ça aide aussi un petit peu à réduire le recours aux intégrales. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est énorme. Alors là, on a introduit un nouveau score qu'on appelle le score Z. Ce score Z, il correspond à la X, c'est-à-dire les valeurs que nous avons dans notre variable. On va soustraire la moyenne, donc de ces X-là, et on va on va le diviser sur sigma, c'est-à-dire le tout va être divisé sur l'écart type. Alors pourquoi utiliser ça? Je vais vous expliquer. Imaginons par exemple, dans un exemple donné, alors je vais prendre tout ça avec moi, ok, on va prendre ça ailleurs pour qu'on soit à l'aise, pour qu'on aura un petit peu d'espace, très bien. Alors, imaginons qu'on a ça, d'accord? Donc on a une variable qui suit une variable qui suit une loi normale, donc tout est logique. Par exemple, on va prendre le IQ. Ok, IQ. Ici c'est 100. Ici on va considérer, bon, je vais pas être très précis, hein, attention, c'est juste pour vous expliquer. Donc on va considérer la moyenne égale à 100 et l'écart type, il est égal à 15, ok? Donc le quotient intellectuel, le QI, ou là, ce qu'on appelle en anglais IQ. Ok, donc avec un seul écart type, donc ça va être 115. Avec deux écarts types, ça va être 130. Et avec trois écarts types, ça va être 145, c'est clair, etc., etc., etc. Bon, on va mettre ici, par exemple, 145, etc., etc. Ok, ici, moins un seul écart type, on aura combien? On aura 85. Moins deux écarts types, on aura 70. Et ici, on aura, si vous voulez, 15. Donc, c'est 115, 15, 85 moins 70, ça fait 70. 70 moins 15, ça va faire 55. Ok? Par exemple, hein. D'accord. Maintenant, on a donc ces valeurs-là. Donc, on a la moyenne qui est là. Voilà, vous remarquez ici très bien la moyenne qui est de l'ordre de 100. Et ça, c'est les distances avec les écarts types que nous avons, c'est-à-dire des paramètres de dispersion. OK. La première des choses, on va essayer de standardiser ces valeurs-là. Pourquoi on va essayer Pourquoi on va essayer de faire un phénomène de standardisation? Premièrement, parce que on a pas mal de variables et chaque variable elle a ses propres valeurs. Par exemple, si je vais prendre une échelle bactérienne, je vais avoir des valeurs en milliards. La moyenne elle va être milliard.
et les écart-types ils vont être en milliards. Par exemple, si je vais prendre une autre variable qui est la glycémie, donc la valeur elle va être aux alentours de 1 gramme, donc 1 virgule. Ici, le quotient intellectuel c'est 100. Si je vais prendre la taille, ça va être, par exemple, la taille en centimètres. Ça va être aussi aux alentours de 100 170 centimètres, par exemple, 175 centimètres. Et l'écart type aussi, il va être de l'ordre de 15-10 centimètres. Si je vais prendre par exemple l'eau qui est bue en millilitres, donc ça va être en 1500 millilitres. Vous voyez donc, on a plusieurs variables. On a des variables qui peuvent prendre des valeurs négatives. On a des variables qui peuvent prendre des valeurs positives. Et même dans les valeurs positives, on a des variables qui peuvent prendre des petites grandeurs, d'autres qui vont être d'une grandeur plus importante, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des valeurs encore plus grandes, plus importantes, et donc ça varie vraiment d'une variable à une autre. Ce que nous allons essayer de faire, c'est de standardiser, c'est-à-dire d'appliquer une distribution normale qui soit applicable sur toutes les variables qui suivent une loi normale. D'accord? Et donc, on va essayer de tout standardiser sous une même sous une même, on va dire, sous un même score, si vous voulez. Première des choses, qu'est-ce que nous allons faire? On va soustraire la moyenne. Si je vais soustraire la moyenne, elle va être de l'ordre de 0. Peu importe la variable étudiée. Donc ici, on va soustraire 100. Ici aussi, c'est la même chose. Ici aussi, moins 100, moins 100, moins 100, moins 100. OK? Donc, qu'est-ce que ça va nous donner ici comme nouvelle valeur? Donc, ici, ça va vous donner moins 45. Ici, ça va vous donner moins 30. Ici, moins 15. La moyenne, elle va être 0. Toujours 0. Même si vous êtes en train, par exemple, l'eau qui est dans, par exemple, l'eau bu, 1500 millilitres, c'est la moyenne, ça va être 0. Même si c'est 1500, ça va être 0. Parce que vous allez soustraire 1500 après. D'accord? Donc, on va soustraire la moyenne de la distribution qu'on est en train d'étudier. Ici, par exemple, 115 moins 100, ça va être 15. 130 moins 100, ça va être 30. 145. D'accord? OK. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, on va tout diviser. On va tout diviser sur l'écart type. L'écart type ici, on a l'écart type de l'ordre de 15. Le voilà. Il est là. Il est de l'ordre de 15. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout diviser sur 15. Ici sur 15, ici sur 15, ici sur 15, sur 15, sur 15, sur 15 et sur 15. On a tout divisé sur 15. On aura des nouvelles valeurs. Alors ces nouvelles valeurs, ils vont être comment? Regardez avec moi s'il vous plaît. Hein. Ça va être ici moins 3, ici ça va être moins 2, ici ça va être moins 1, ici ça va être 0, 1, 2, 3, etc. Ces valeurs-là, qui vont sortir en fin de compte, après avoir éliminé les moyennes et puis divisé sur l'écart type, vont être appelés le score Z. D'accord? Le score Z qu'on va utiliser dans cette vidéo. Donc, c'est pour cette raison-là que la loi du score Z, ou bien la formule du score Z, c'est quoi? C'est X moins mu sur sigma. OK? OK, très bien. Alors, si on prend par exemple une autre variable, regardez avec moi, si on va prendre une autre variable, concentrez s'il vous plaît avec moi. Par exemple, la variable de l'exercice que nous avons déjà fait, l'exercice des notes de l'examen. Alors ici, ça va être, la moyenne, elle est ici, elle est 100. Non, elle n'est pas 100, excusez-moi, elle est 50. Dans l'exercice, hein, dans l'exercice, elle est, la moyenne ici, elle est 50. Et l'écart type, c'était 10. 60, donc 70, 80, donc c'était ça l'écart type. OK? La moyenne, c'était 50. La moyenne, alors, peut-être j'ai oublié. Hein. Non, la moyenne, pardon. La moyenne, c'était 70. Ah, non, c'était pas 50. Donc, c'était 70 la moyenne. OK. Donc, 70. Ici, c'est 80. 90. Ici, c'est 100. Ici, parce que l'écart type, c'était 10. Hein. OK. Donc, l'écart type, elle est égale à 10. Et la moyenne, elle est égale à 70. OK. Ça, c'est pas important parce que c'est juste des données. Donc, 60, 50, 40. En tout cas, remarquez, donc ce sont d'autres variables. On a une autre moyenne, d'autres valeurs, une autre variable, d'accord, par rapport au quotient intellectuel. Là, on parle des notes, on ne parle pas de IQ, d'accord? C'est autre chose. Dans le IQ, la moyenne, c'était 100, ici, c'est 70. D'accord, remarquez avec moi. À chaque fois, on va soustraire la moyenne, c'est-à-dire on va soustraire 70. 40 moins 70, ça va nous donner combien? Moins 30. Ici, ça va devenir moins 20. Moins 10. Ici, ça va devenir 0. Regardez, la moyenne, toujours, elle va devenir 0. Parce qu'on va, c'est logique.
puis c'est 10, puis c'est 20, puis c'est 30. Et puis on va tout diviser sur l'écart type pour réduire c'est-à-dire éliminer cet écart type qui est de l'ordre de 10 et pour rendre l'écart type égal à 1. Donc on doit tout diviser sur l'écart type. C'est bon, dans la première notion, dans cette première étape, c'est une étape que je préfère appeler une étape de centralisation. C'est-à-dire qu'on a tout centralisé autour de 0. Ça y est, on a tout centralisé autour de 0. Deuxième étape, je vais l'appeler une étape de réduction. Donc on va réduire, c'est-à-dire on va tout diviser sur 10 pour réduire l'écart type, pour rendre l'écart type égal à 10. Donc sur 10, sur 10, sur 10, parce que c'est notre écart type ici dans cet exemple, sur 10, sur 10, sur 10. J'aurai quoi en fin de compte? J'aurai ça. Moins 3. Moins 30 sur 10, ça va donner quoi? Moins 3. Moins 20 sur 10, ça va vous donner quoi? Moins 2. Moins 10 sur 10, ça va vous donner quoi? Moins 1. 0, 1, 2, 3. Donc en fin de compte, vous aurez les mêmes scores qui ont été déjà obtenus dans le IQ. Vous remarquez? Après avoir éliminé les moyennes et divisé sur l'écart type. Donc, quand je fais le score Z, je suis en train de standardiser. Peu importe la variable étudiée, j'aurai en fin de compte les mêmes scores. Moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, etc. etc. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle un phénomène de centralisation. Et j'aurai en fin de compte une nouvelle courbe, d'accord? Une nouvelle courbe qui sera autour de 0 parce que la nouvelle moyenne sera 0. Et avec n écart type qui est égal à 1 parce qu'on a tout divisé sur l'écart type. Donc, c'est cette courbe, c'est celle qui correspond au score Z, qui suit une loi normale dans laquelle la moyenne va devenir 0 et l'écart type va devenir 1. Ça, on appelle une loi normale. D'accord? Elle est, elle est comment? Elle est centrée. Bon, excusez-moi. C'est pas. Alors, elle est centrée, réduite. Donc, c'est la loi normale, centrée, réduite, parce que tout a été centré, tout a été réduit. C'est le phénomène de standardisation, c'est-à-dire qu'on a tout standardisé. Voilà. Donc, il n'y a pas plus clair que ça. Donc, la courbe, elle va déplacer, elle va se déplacer. Ici, elle va se déplacer sur la gauche automatiquement parce que la moyenne ici, c'était 70, elle va devenir 0. Si c'était une moyenne négative et qu'elle va devenir 0, elle va se déplacer vers la droite. Donc, la courbe, elle va se déplacer. Et puis, puisque l'écart type a été plus grand que 1, donc elle va être plus étroite et donc elle va être centrée réduite ici et la moyenne, elle est de l'ordre 0. La nouvelle moyenne, dans la loi normale centrée réduite, elle est égale à 0. Alors, avant de passer à l'utilisation de la table Z, qu'on va, bien sûr, qui est un contexte très important, on doit faire une petite application. Alors, application, contexte, un laboratoire d'analyse médicale mesure la concentration sanguine d'un nouveau biomarqueur utilisé pour évaluer l'inflammation. Chez les adultes sains, ce biomarqueur suit une distribution normale. Alors, on a ce biomarqueur chez les adultes sains et il est, bien sûr, ce biomarqueur, il faut dire qu'il suit une distribution normale. On note Y, donc on a appelé cette variable Y, qui suit une loi normale, donc entre 80 et 12. Bon, c'est mentionné entre parenthèses 80 et 12. Alors là, vous suivez avec moi, s'il vous plaît. C'est très important. Alors le biomarqueur, il suit quoi? Il suit une loi normale. Ça, c'est la première information. La deuxième information qu'il faut obtenir, que la moyenne, elle est de l'ordre de 80 et l'écart type, il est de l'ordre de 12. Et ce qui correspond à la réponse à la première question. Donnez la valeur de la moyenne et celle de l'écart type du biomarqueur. Ça, c'est c'est-à-dire pour pouvoir utiliser ce symbole, pour pouvoir un petit peu s'habituer, on va dire, sur ce symbole-là. Alors, vous remarquez ici Y, ça suit N92. Toujours, ce qui est mentionné en premier, c'est la moyenne. D'accord? Donc, la moyenne, elle est de l'ordre de 80. Et ce qui est mentionné en deuxième, c'est l'écart type, parce que ce sont les deux facteurs qui influencent ou bien qui caractérisent, je ne dirais pas influencer, mais je dirais caractériser la loi normale. Alors ici, c'est l'écart type qui est de l'ordre de 12. On continue donc avec la deuxième question. Alors dans la deuxième question, ils vous disent quelle valeur de Y correspond à un score Z de 1,8. Alors il faut savoir qu'on a standardisé. Et puisqu'on a standardisé, donc on avait des valeurs anciennes et on a des valeurs nouvelles. Par exemple ici, suivez avec moi ici, juste un exemple.
quel est l'équivalent de 50 en score Z? L'équivalent de 50 ici, l'équivalent de 50 en score Z, c'est moins 2. C'est son équivalent. D'accord? C'est son équivalent. Parce que 50, après le phénomène de standardisation, c'est-à-dire après avoir fait la soustraction de la moyenne et divisé sur l'écart type, on a eu moins 2. Donc moins 2, il correspond à 50. Vous voyez? Moins 1 ici, ça correspond à 60. 0, ça correspond à 70, ça correspond à la moyenne, etc. Donc il y a des correspondances, ok? Il y a des équivalents. Et ça, c'est l'intérêt de cette application. C'est-à-dire qu'on va comprendre, moi j'ai tapé cette application pour vous aider à comprendre le rôle de l'équivalence. Alors ici, quelle valeur de y correspond à un z-score de 1,80? Alors on a le z-score, maintenant on doit chercher l'origine, la valeur d'origine, c'est-à-dire la valeur avant la standardisation. Parce qu'on a la valeur après qui est 1,80, on cherche la valeur d'avant la standardisation. Alors on sait très bien que z égale à quoi? Égale à, ici on a y qui est notre variable, donc on va mettre y. Y moins la moyenne arithmétique qu'on a déjà, bien sûr, sur le sigma qu'on a déjà. Donc z égale à, bon, z on l'a, pardon, donc je vais remplacer, je vais faire une application numérique. Donc 1,8 égale à. Sigma c'est quoi? Sigma a été donné, c'est 12. Y c'est bien sûr l'inconnu qu'on doit chercher. Ok, moins. La moyenne, c'est connu déjà, la moyenne c'est... Non, excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Oh là là. Alors, moins la moyenne qui est 80. Maintenant, ça va être un simple calcul, tout simplement. Y égale à 1,8 fois 12 plus 80. Et ça va vous donner l'équivalent de cet Y qui est à peu près de l'ordre de 101,6. Tout simplement ça. Ok? C'est la valeur Y, c'est-à-dire c'est la valeur de biomarqueur avant le phénomène de standardisation, c'est-à-dire c'est la valeur d'origine. Ok? Quel est le Z-score d'un patient ayant... Ça, c'est le contraire maintenant. Le Z-score d'un patient ayant une concentration mesurée à 60. Maintenant, on a la concentration et on cherche le Z, c'est-à-dire on a la valeur d'avant et on cherche la valeur d'après. Qu'est-ce qu'on va faire? Le Z, tout simplement, c'est ce qu'on cherche. Y, c'est 60. La moyenne, c'est 80. Le tout divisé sur l'écart type qui est 12. Tout simplement, c'est ça. Et donc, ça va être combien? Ça va être à peu près moins 1,67. Moins 1,67. OK? Expliquez brièvement la signification d'un score Z positif et un score Z négatif. Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît. Un score Z positif, ici, on a 0. Alors, 0, il correspond à la moyenne, n'est-ce pas? À la moyenne. Si on est dans un score Z positif, si on est dans les valeurs positives, c'est-à-dire qu'on est dans des valeurs qui sont supérieures à la moyenne. Si on est dans des valeurs négatives, donc c'est-à-dire qu'on est dans des valeurs inférieures à la moyenne. Est-ce qu'on pouvait dire ça avant la standardisation? Ici, on ne peut pas dire ça. Par exemple, ici, 70, 50, c'est une valeur qui est inférieure à la moyenne, mais elle n'est pas négative. Vous remarquez? C'est son Z-score qui est négatif. Donc, ici, dans l'exercice, quand on a des valeurs négatives, c'est-à-dire qu'on est inférieur à la moyenne, des valeurs de Z-score, attention, pas de la concentration, des valeurs de Z-score négatives, c'est-à-dire qu'on est inférieur à la moyenne. Et quand on a des valeurs de Z qui sont positives, c'est-à-dire qu'on est supérieur à la moyenne. Et ça, c'est parmi les intérêts d'un score Z qui simplifie encore l'interprétation juste par rapport au signe. Au lieu de chercher est-ce qu'on est inférieur à la moyenne ou est-ce qu'on est supérieur, est-ce que cette valeur elle est inférieure, est-ce que cette valeur elle est supérieure. Juste en regardant le signe positif-négatif, on sait que si on est dans une valeur qui est supérieure à la moyenne ou si on est dans des valeurs qui est inférieure à la moyenne, chose qui n'était pas possible avant la standardisation. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était pour vous expliquer cette application. Deuxième chose, ou bien deuxième fonction du score Z. Maintenant, l'application est terminée, on va continuer dans l'explication. Deuxième explication du score Z. Le score Z, puisque c'est standardisé entre les différentes variables, donc dans le monde, on va dire c'est universel, qu'est-ce qu'on va faire? On peut calculer les probabilités, c'est-à-dire en utilisant des intégrales ou peu importe, de chaque Z et les mettre dans un tableau pour simplifier les calculs et pour qu'on n'aura pas toujours besoin d'appeler les intégrales pour pouvoir calculer les différentes probabilités. Et ça nous a introduit une nouvelle chose qu'on appelle une probabilité, donc une distribution de probabilité cumulée, c'est-à-dire les valeurs cumulées, les valeurs cumulées pardon, de la probabilité, chose que je vais expliquer maintenant. Alors, suivez avec moi ici. Ici, on a la moyenne.
La moyenne dans le z-score, elle est de l'ordre de 0. Ici, c'est 1, 2, 3, peu importe la variable étudiée. Ça normalement, ça a été... C'est bon, ça a été assimilé. Hein. Alors ici, entre 0 et 1, entre un seul écart type, soit on est dans la loi normale centrée réduite, soit on est avant la standardisation, c'est toujours la même chose. C'est un seul écart type ici, et ici c'est un seul écart type, c'est-à-dire ici c'est 34%, ici, etc. Donc ces choses-là ne vont pas varier. OK? OK, ça c'est la première information. La deuxième information, si on tombe dans des valeurs qui ne respectent pas la règle, ou bien qu'on ne peut pas utiliser la règle empirique, par exemple ici, moins 1,67. Si je veux connaître le pourcentage des valeurs, c'est-à-dire toute la surface occupée ici, c'est-à-dire le pourcentage des valeurs qui sont inférieures à moins 1,67. Si j'étais, si j'avais pas la standardisation, d'accord, je n'avais pas la standardisation, donc j'avais une autre distribution ici, comme ça par exemple, avant la standardisation, ok, et ici par exemple, j'ai la valeur, par exemple, de 40. Et je veux savoir tout ce qui est inférieur à 40. Le pourcentage des valeurs qui sont inférieures à 40. Qu'est-ce que je vais utiliser? Le pourcentage des valeurs inférieures à 40. Hein. Attention, c'est-à-dire que la surface under the curve, la surface sous la courbe, inférieure à 40. Ou limitée par 40. C'est-à-dire la probabilité des valeurs qui sont inférieures ou égales à 40. Ou bien la probabilité des valeurs qui sont strictement inférieures à 40, c'est la même chose, parce que ça ne va pas changer. Pourquoi? Parce que c'est des valeurs qui sont continues et sont infinies. Puisque c'est infini et c'est continu, on dit inférieur ou égal, c'est la même chose que inférieur. Hein. Ça, c'est une particularité que nous avons dans la distribution normale, étant donné que les valeurs sont continues, sont infinies. Donc c'est la même chose. En tout cas, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser l'intégrale. Je vais chercher la borne inférieure. La borne inférieure, je vais mettre une valeur très très négative d'une façon où, par exemple, si j'ai un écart type de 10, par exemple, je vais mettre ici moins 1000 pour dire une valeur très, très négative, pour avoir une valeur approximative. Ici, 40. Normalement, la plus correcte, c'est ici moins l'infini. Ça, c'est la plus correcte, bien sûr, parce que c'est infini. Mais juste pour pouvoir utiliser les calculateurs, parce que vous ne pouvez pas utiliser moins l'infini dans vos calculateurs. Donc, on va mettre moins, par exemple, 1000. D'accord? Mais la plus exacte, c'est moins l'infini, parce qu'on cherche tout ce qui est inférieur à 40. D'accord? Et puis, je vais ici mettre 1 sur sigma, racine de 2pi fois expo, moins 1 demi, fois x, moins mu, sur sigma au carré. Oh là 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 là, vous me dérangez là. OK? Vous remarquez, là, ça va être un petit peu... Donc, qu'est-ce que je vais faire? Grâce à nos statisticiens, et grâce à la standardisation, puisque la standardisation, c'est un phénomène qui est universel, donc qu'est-ce qu'on va faire? Automatiquement, on sait, parce qu'ils ont déjà calculé, donc dans la valeur moins 1,67, je vais savoir quel est le pourcentage des valeurs qui sont inférieures à 1,67, moins 1,67. Par exemple, si je vais prendre une valeur de 1,5, ce pourcentage-là, qui est occupé au niveau de toute cette région, est déjà connu. Et ça, c'est grâce à quoi? Grâce à la table du score Z, ou bien Z table en anglais. Par exemple, si je vais mettre 1,52, comment je vais connaître le pourcentage des valeurs qui sont inférieures à 1,52? C'est-à-dire comment je vais connaître toute la surface occupée sous la courbe et qui est limitée par 1,52, c'est-à-dire de moins l'infini à 1,52. Comment je vais savoir tout ça? Alors là, je vais aller dans la table Z, je vais chercher 1,50, voilà, elle est là 1,50, vous remarquez. Et puis ici, on a les décimales, donc 0,02, c'est bon. Et je vais chercher l'intersection. Donc, pourquoi 0,02? Parce que le Z, c'est 1,52. OK, donc c'est 1,50 plus 0,02, c'est clair. Donc 0,02 et son intersection avec le 1,52, voilà, voilà, voilà. Ça vous donne 0,9357. 0,9357. Alors, donc, au lieu d'utiliser les intégrales, déjà, on sait que ça, toute la surface occupée ici, c'est 0,9375, qui correspond à 93,75%. Voilà, tout simplement ça. Ça, c'est l'intérêt de la table Z. Si on va chercher 1, par exemple, suivez avec moi, s'il vous plaît. C'est très important. On va utiliser la règle empirique avec 1. Parce qu'avec 1, on peut utiliser la règle empirique, c'est clair. Donc ici, on a 0, 1, 2, 3. Ici, c'est moins 1, moins 2, moins 3. Avec 1, ici, avec 1,
On peut utiliser la règle empirique pour savoir le pourcentage des valeurs qui sont inférieures à 1, n'est-ce pas? Ici, c'est 34%. Ici, c'est 34%. Ici, c'est 13,5%. Ici, c'est 2,35. Et ici, il nous reste le petit pourcentage de 0,15. Donc, on va tout additionner. On va mettre 34 plus 13,5 plus 2,35 plus 0,15. Donc, 0,15 plus 2,35 plus 34 plus 34 plus 13,5. D'accord? Donc, j'ai oublié de continuer ici 2,35 et plus 0,15. De continuer l'écriture. Alors, c'est 84 à peu près. C'est 84%, n'est-ce pas? Ça, c'est grâce à la règle empirique. Et puisque 1, il tombe dans une région où il facilite l'utilisation de la règle empirique, n'est-ce pas? On va maintenant vérifier avec la table. On va chercher le z de 1. À quoi ça correspond? Z de 1, regardez. 1 plus 0,000, bien sûr. Voilà, remarquez. Ici. Ici en noir, remarquez. C'est à peu près la même chose. C'est à peu près 84%. C'est 84,13 parce que c'est plus précis, mais c'est à peu près 84%. C'est la même chose avec la règle empirique. Vous remarquez? Je vais effacer ça parce que ça n'a rien à voir. C'est la même chose avec la règle empirique. Donc, la table Z, il faut bien savoir ça. La table Z, ça vous donne les probabilités cumulées avant la variable étudiée. Attention, ça vous donne toutes les probabilités qui sont cumulées avant la variable étudiée, tout simplement pour éviter le recours aux intégrales. Et ça, c'est parmi aussi les avantages de la table Z. OK? Maintenant, puisqu'on a très bien compris l'utilisation et pourquoi on utilise la table Z, maintenant, je vais passer directement à l'exercice, c'est-à-dire à l'application pardon, de cette dernière. Alors, dans un service d'épidémiologie, donc, on étudie la distribution du taux de cortisol matinal chez les adultes en bonne santé. On sait que ce taux suit une distribution normale. Alors, on nous a donné déjà la moyenne et l'écart type, donc ils nous disent que C, c'est une autre variable, donc on va l'appeler C. L'appellation n'est pas très importante. L'essentiel, vous comprenez le principe. Pour moi, les appellations, ça a été toujours comme ça. Pour moi, ça c'est pas très important. L'essentiel, vous comprenez. Ici, je mets X, je mets C, je mets Y, je mets FC Barcelone, je mets le Real Madrid, je mets tout, c'est la même chose, d'accord? L'essentiel, c'est que je veux dire quelque chose. Alors, C, ça suit une distribution, une loi normale, donc de moyenne de 18 microgrammes par décilitre et d'un écart type de 4 microgrammes par décilitre. Alors, la première question, ils vous disent quelle est la probabilité qu'un patient ait un taux de cortisol inférieur à 12 microgrammes par décilitre. C'est-à-dire qu'on va chercher la probabilité que notre C soit inférieur à 12. D'accord? Et ça correspond, pour utiliser la table Z, on doit savoir d'abord l'équivalent de 12 dans la table Z. Alors l'équivalent de 12 dans le score Z, on sait très bien que Z égale à 12, moins la moyenne qui est 18, divisé sur l'écart type qui est 4. D'accord? C'est clair. Et donc ça va vous donner moins 1,5. Un calcul numérique, moins 1,5. C'est-à-dire que la probabilité qu'une concentration soit inférieure à 12, c'est la probabilité qu'un Z soit inférieur à moins 1,5. Donc c'est une probabilité cumulée de toutes les valeurs qui sont inférieures à moins 1,5. Donc je vais aller utiliser la table Z. Là, vous suivez avec moi, s'il vous plaît, parce que je vais parler sur un point très important, hein. Donc je vais aller pour utiliser la table Z. Oh là là, oups, j'ai oublié la table des valeurs négatives, parce qu'on a le Z des valeurs négatives et on a le Z des valeurs positives. J'ai oublié le Z des valeurs négatives. Qu'est-ce que je fais? Bon, it's not a big deal. On peut faire quelque chose. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Alors là, on n'a pas le moins 1,5. On n'a que les Z positifs. Vous remarquez? On n'a que les Z positifs. On n'a pas le moins 1,5. Malgré, je vous ai dit, il existe la table Z des valeurs négatives, hein, ne vous inquiétez pas. D'accord. Donc, j'ai que les valeurs positives et j'ai que le 1,5 ici. Mais j'ai pas le moins 1,5. Ma valeur, c'est moins 1,5, c'est pas 1,5. D'accord. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On sait très bien que notre distribution, c'est une distribution qui est symétrique. Suivez avec moi, s'il vous plaît, hein. Le A,5, il est là. Le A,5, vous le trouverez ici. D'accord? Il est là, le A,5. C'est bon? Et puisque votre A,5, il est là. D'accord? Il est là, le A,5. C'est-à-dire, ce qui reste ici, c'est la même chose par rapport, si je vais avoir, par exemple, moins A,5. D'accord? Moins A,5 ici. Donc, cette surface-là, ça correspond à cette surface. C'est-à-dire,
on peut dire que la probabilité qu'un z soit supérieur à 1,5, c'est la même chose de la probabilité qu'un z soit inférieur à moins 1,5. Parce que c'est la même surface, vous remarquez? Donc, supérieur à 1,5, c'est la même chose que inférieur à moins 1,5, parce que la distribution, elle est symétrique. Ok, Dieu merci. Et donc, ça nous facilite les choses. Et donc, on sait très bien que la surface, c'est les probabilités cumulées. C'est ça la surface. Et donc, automatiquement, qu'est-ce que je vais faire? Alors, premièrement, je vais chercher 1,5. 1,5, ici, ça nous donne 0,9332. C'est-à-dire que la probabilité cumulée avant 1,5, tout ça en orange, ça correspond à quoi? À 93,32%. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Suivez avec moi, s'il vous plaît, c'est très important ce que je suis en train de raconter ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais très bien que toute la surface, ça correspond à 100%, n'est-ce pas? Et la surface jusqu'à 1,5, ça correspond à 93,32. Donc pour savoir ce qui est après 1,5, ce qui est après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 100% moins ce qui est avant, moins 93,32%, ce qui est clair. D'accord? La totalité, moins ce qui est avant. Ça va vous donner comme un résultat, d'accord? Donc si on va mettre 100 moins 93,32, ça va nous donner comme un résultat 6,68%. À peu près, hein, à peu près 6,68%. Donc cette surface rouge-là, qui est après 1,5, c'est 6,68%. Et ça correspond à la surface rouge qui est avant moins 1,5. C'est la même chose parce que c'est symétrique. Donc ici aussi, c'est 6,68%. Et voilà. Donc c'est ça, la probabilité. La probabilité qu'un... bon, c'est pas ça. C'est là. C'est la probabilité qu'un taux de cortisol soit inférieur à 12 microgrammes par décilitre. Donc c'est la concentration soit inférieure à 12, c'est Z soit inférieur à 1,5, donc c'est PZ supérieur à 1,5 parce que c'est la même chose, et ça vous donne tout simplement à peu près la valeur qui a été déjà retrouvée, c'est-à-dire à peu près 6,68%. C'est bon? C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Ok? C'est simple. Et si vous aviez pardon, la table des z négatives, vous allez trouver directement le résultat, hein, ok? Parce que c'est clair. C'est bon? Voilà. J'espère que ça a été simple. Donc, on a fait le 100%, on a enlevé la probabilité cumulée jusqu'à 1,5 pour savoir pour connaître que la partie rouge qui est après 1,5. Et la partie rouge qui est après 1,5, ça correspond à la partie rouge qui est avant moins 1,5 parce que c'est symétrique. Et donc, on a su les résultats. D'accord. Donc, on continue. Quelle est la probabilité qu'un patient ait un taux supérieur à 25 microgrammes par décilitre? Alors, ça, on est dans un autre exemple. Là, on va dire que PC soit supérieur pardon, à 25 microgrammes par décilitre. Donc, ça correspond tout simplement à P de Z supérieur à combien? Alors, on doit chercher le Z. Le Z, comme d'habitude, c'est la règle. Donc, c'est 25 moins la moyenne sur l'écart type qui est de l'ordre de 4. Je fais rapidement parce que c'est bon. Normalement, on a maîtrisé ça. Donc, ça vous donne 7 sur 4. Ça vous donne automatiquement 1,75. Donc, c'est la probabilité que le P soit supérieur à 1,75. Je vais chercher dans la table Z, ma table Z, le 1,75. Alors, on a ici le 1,70. Il est là. OK. On doit chercher le 0,05 pour pouvoir ajouter. Donc, 0,05, il est là. Et puis, on cherche l'intersection. Donc, ici, avec ici, pour avoir le 1,75. Donc, la probabilité qu'un Z soit inférieur, parce que, attention, la table Z, ça vous donne tout ce qui est inférieur. Donc, la probabilité que Z soit inférieur à 1,75, c'est à peu près 96%. Parce que 95,99, je vais arrondir. Donc, c'est à peu près 96%, n'est-ce pas? Ou bien, si on veut être plus précis, on écrit. Il n'y a pas de souci, la même chose. Donc 95,99. OK? Et puisque c'est 95,99%, ça c'est tout ce qui est inférieur. C'est-à-dire que ici, on va effacer ça. Ici, donc si vous êtes dans un examen, je vous conseille toujours de dessiner, si vous n'avez pas le dessin, dessiner la distribution normale dans vos brouillons pour pouvoir un petit peu imaginer, hein, parce que ça vous aide. Alors ici, par exemple, on va imaginer 1,75 qu'il est là. Donc, je vais effacer ça. Par exemple ici. D'accord? C'est 1,75.
Alors, 1,75, la table, elle ne va pas me donner l'après. La table, elle me donne toujours l'avant. Donc, elle me donne toute cette surface. C'est-à-dire toute la probabilité qui est que la valeur soit inférieure à 1,75. C'est-à-dire la probabilité que ma valeur soit inférieure à 1,75. C'est ça le rôle de la table. Elle m'a dit que ça va être 95,99%. Déjà, c'est remarquable parce que c'est la majorité des valeurs. Et puis, je sais que l'ensemble fait 1. C'est ce qui correspond à 100%. Comment je vais connaître ce qui est après? Uniquement cette zone rouge là qui est après. Donc tout simplement le 100%. Donc 100% moins 95,99%. C'est-à-dire le tout moins le noir, ça me donne le rouge. Le tout, l'ensemble, pas le rouge. On va dire le... Je vais changer de couleur pour que ça soit très clair et éviter les confusions. Donc 100 ici, d'accord, ici 100. Alors le mauve, par exemple, moins le noir, ça vous donne le rouge. La totalité moins le noir, ça vous donne le rouge. Ça vous donne ce qui est après. Donc 100% moins 95,99, ça vous donne ce qui va rester, qui est à peu près 4,01%. Ça, c'est le pourcentage que la valeur soit après 1,75 et donc la concentration soit après quoi? Après 25 microgrammes par décilitre, c'est-à-dire le taux supérieur à 25 microgrammes par décilitre. D'accord. Maintenant, quelle est la probabilité qu'un patient ait un cortisol compris entre 16 et 22? Alors, entre 16 et 22, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, ça, c'est la concentration qui doit être entre 16 et 22. OK? OK? Et moi, ma table, elle me donne tout ce qui est inférieur. Alors, vous devez concentrer avec moi, ça va être facile. Premièrement, je dois chercher le Z pour pouvoir utiliser la table. Alors, le Z de 16, on va calculer directement, hein. Je vais vous donner directement les résultats parce que normalement, on sait comment calculer le Z. Toujours la valeur moins mu divisé par l'écart type. Alors, le Z de 16, ou l'équivalent de 16 en score Z, ça va être automatiquement moins 0,5. Et ici, ça va être automatiquement 1. Donc, c'est la probabilité que les Z soient entre moins 0,5 et 1. Maintenant, suivez avec moi, s'il vous plaît. Ici, par exemple, je vais effacer tout ça. Comme ça, en général. D'accord. Ici, donc, j'ai 0, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Et mes valeurs sont entre moins 0,5 et 1. D'accord? Donc, je veux savoir la région qui est ici. C'est-à-dire cette surface entre moins 0,5 et 1, qui correspond à une concentration entre 16 et 22. C'est bon? Alors, pour savoir cette surface, qu'est-ce que je vais faire? Alors, premièrement, pour connaître que cette surface, premièrement, la table Z, elle me donne tout ce qui est inférieur. Elle me donne tout ce qui est avant. Elle me donne la probabilité cumulée. Elle me donne la probabilité cumulée avant la valeur étudiée. Donc, si je vais utiliser la table Z pour 1, je vais avoir toute cette probabilité. D'accord? Et si je vais utiliser la table de Z pour moins 0,5, je vais avoir aussi toute cette probabilité. Ce qui va rester ici, ce qui va rester à ce niveau-là, d'accord? Donc, ce qui va rester à ce niveau-là, à ce niveau-là, entre ça et ça, il correspond à cette surface verte, d'accord? Donc, c'est ça ce que je suis en train de chercher. Donc, automatiquement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher la probabilité de Z qui soit inférieure à 1. Ici, je vais chercher la probabilité que Z soit inférieure à moins 0,5 en utilisant la table. Et je vais faire la soustraction entre les deux pour savoir ce qui va me rester à ce niveau-là. C'est tout simplement ça. Donc, c'est P de Z inférieur à 1 moins P de Z inférieur à moins 0,5. OK? Z inférieur à 1, directement, c'est la table. C'est la table 1. Voilà, donc c'est 84,13%. Donc, toute cette surface-là correspond, à partir d'ici jusqu'ici, ça correspond à 84, combien j'ai oublié? 13%. 13%. Et ici, moins 0,5, ici on n'a pas la table des valeurs négatives malheureusement, mais on peut savoir à partir de 0,5. 0,5 c'est 0,6915. Donc jusqu'à 0,5 ici, c'est 0,89, c'est 0,69
0,69, 69, 15. OK? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 1 moins 0,69, 15 pour savoir juste ce qui va nous rester. D'accord? Juste la valeur qui va rester et qui correspond à peu près à 0,30, 85. D'accord? C'est bon? C'est comme dans la première question. OK? C'est pour savoir ce qui est après 0,5. C'est pour savoir cette région-là. OK? Et qui correspond à cette région-là. C'est la même chose. C'est bon? D'accord. Donc, on sait maintenant que la probabilité qu'un z soit inférieur à moins 0,5, c'est 0,30, d'une façon indirecte, oui, mais on sait que 0,30, 85, qui correspond à 30,85%. Donc ici, c'est 30,85%. Qu'est-ce qu'on va faire? 84,13% moins 30,85%, je vais connaître la région qui est en vert. Tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Donc ça va être 84,13% moins 30,85%. Et on va avoir notre résultat qui est 53,28%. Donc cette région-là occupe 53,28%. Tout simplement ça. OK? Très bien. Alors, on continue. Quel taux correspond au 85e percentile de cette distribution? Alors, 85e percentile, c'est-à-dire 85%. Là, ils nous ont donné le pourcentage et on va chercher le Z. C'est bon? Et après avoir cherché le Z, on va savoir la concentration. Vous remarquez? Alors, le pourcentage, ils nous ont donné la probabilité cumulée. C'est-à-dire, ils nous ont donné que nous avons couvert 85% des valeurs. Jusqu'à cette valeur-là, nous avons couvert 85%. Ça y est. Mais on est où? Après avoir couvert 85%, on est où? Alors, on va chercher le 85% dans la table. Cette fois-ci, ça va être l'inverse. Donc, on va chercher 85. On n'a pas vraiment le 85 exact, mais on a le plus proche qui est 85,08 et qui correspond à un Z de 1 et de 0,04, c'est-à-dire de 1,04. Donc le Z, c'est 1,04. Donc quand on va atteindre un Z de 1,04 ici, donc de 1 par exemple 0,4, je vais... Bon, il y a beaucoup de cas où. Très bien. Alors, quand je vais atteindre un Z de 1 ici par exemple, 1,04. Donc au niveau de cette région, juste approximativement, hein, au niveau de cette région ici, je vais couvrir à peu près 85% des valeurs. D'accord? Donc 85% des valeurs existent avant 1,04. D'accord? Et puis, comment j'ai su ça? En utilisant la table d'une façon inverse. Et puis, donc maintenant, on connaît le Z. Donc Z de 1,04. Voilà, donc ici, il est là, par exemple. 1,04, d'accord? Donc on connaît notre Z et à partir de notre Z, on va calculer la concentration en utilisant la règle, c'est-à-dire de Z. Donc Z égale à, donc le 1,04 égale à notre valeur qu'on est en train de chercher, la concentration, moins 18 qui est la moyenne, divisé sur 4. Maintenant, la concentration, ça va être égal tout simplement. Donc vous allez juste utiliser un calcul. Donc de 18 plus 1,04 fois 4. Et vous aurez un résultat à peu près de 22,14 microgrammes par décilitre. OK? Voilà. Parfois je fais le mieux comme ça, parfois je fais le mieux comme ça. J'ai l'habitude d'oublier, mais en tout cas c'est juste pour connaître. Hein, OK? C'est bon? Donc microgrammes par décilitre. Très bien. J'espère que ça a été simple en ce qui concerne ce point. OK? On cherche l'intervalle central contenant 40% des taux de cortisol. Entre quelles deux valeurs se situe cet intervalle? Alors là, vous suivez avec moi. Là, ils nous ont dit, on cherche l'intervalle central qui contient 40% des valeurs. OK? Et entre quelle concentration cet intervalle central va se situer? Alors ici, on a la moyenne. C'est bon? On doit, puisque c'est 40% central, on doit être sur la droite avec 20% et sur la gauche avec 20%. Comme ça, on aura l'intervalle, c'est-à-dire l'intervalle de 40% central. OK? OK? Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il faut savoir que quand on est dans la moyenne, on a déjà couvert 50% des variables, des valeurs, pardon.
C'est bon? 50% des valeurs sont ici. Et le 50, le 50 qui reste va être de l'autre côté. OK? Très bien. Et donc, puisque j'ai 50% au niveau de cette région et 50% au niveau de cette région, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que ici, j'ai 50 plus 20%, parce que l'intervalle, il va s'arrêter ici. Donc ici, c'est 50 plus 20%. Donc ici, au niveau de la première information, j'ai couvert 70%, qui est 50 plus 20. Ça y est, dans la fin de l'intervalle central. Au niveau de la fin de l'intervalle central, j'aurais passé par 70% des valeurs. Ça y est. Et ici, au niveau du début de l'intervalle central, bon, c'est pas vraiment très symétrique, excusez-moi, on va mettre comme ça. Au niveau du début de l'intervalle central, d'accord, je vais mettre une autre couleur, ici par exemple. Donc, on va couvrir 50, moins, parce que 50 c'est la moyenne, moins 20%. Moins 20%, donc ça va être 30%. Donc au niveau de la fin, c'est 70%. Au niveau du début, on a couvert 30% des informations, ou bien des valeurs. C'est bon? Alors maintenant, cet intervalle, il est limité par quoi? Par quelle concentration? On doit savoir. Maintenant, on doit voir 30%, ça correspond à quel, Z, à un quel pardon, score Z. Quel est le score Z qui va vous donner 0,30? Alors, c'est un score qui est négatif. On n'a pas ici le Z négatif. Il n'y a pas de souci. On cherche le Z score de 70. Donc, quel est le Z score qui correspond à 0,7? Le Z-score qui correspond à 0,7, si vous suivez très bien dans la table, vous allez trouver qu'il est à peu près là. Le voilà. C'est là, à peu près. D'accord? Même si je considère ça comme étant plus proche, hein, pour être honnête avec vous. Le Z de moins 0,52, c'est plus proche. Parce que 69,85, c'est plus proche à 70 que 70,19. OK? Donc, on va prendre ça. OK? Alors, c'est quoi le Z? Remarquez, c'est 0,52. OK? 0,52, c'est le Z. Donc, ici, notre Z, après avoir couvert 70% des informations, notre Z va être égal à 0,52. Notre table, elle est symétrique. Et ça, c'est un intervalle central. Si ici, j'ai 0, le Z, ici, au niveau de la moyenne, c'est égal à 0. Et ici, c'est 0,52, après 20%. Avant 20%, ça va être égal à combien? Ah, ça va être égal à la même chose. Aussi, à 0,52, mais en négatif. Donc ici, c'est moins 0,52. Sinon, vous pouvez le calculer en utilisant bien sûr 1 moins la surface occupée par 1 moins 70. Bon, 1 moins 0,52 et puis vous calculez la distance, etc. pour savoir. Mais là, on est en train de simplifier. Donc ici, c'est 0. Donc après, c'est 0,52. Avant, ça va être moins 0,52 parce que c'est 20%, 20%. C'est la même distance et la distribution, elle est symétrique. OK? Donc le Z du début qui va couvrir 30%, c'est moins 0,52. Et le Z qui va couvrir 70% depuis le début de la distribution, bien sûr qu'il n'a pas de début, bien sûr, parce que c'est après, c'est depuis le moins l'infini, jusqu'à cette valeur-là, c'est 70%, donc qui correspond à 0,52. Donc déjà, je connais les deux bornes de mon intervalle, c'est moins 0,52 et 0,52. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste calculer les équivalences en utilisant la règle de Z. Donc, je vais utiliser et je vais calculer l'équivalence. Alors, le premier Z, Z1, c'est moins 0,52 et le deuxième Z, c'est 0,52. Entre les deux, on aura 40% des valeurs, d'accord? Et c'est au niveau central. Ça. D'accord, donc maintenant on continue. Alors ici, moins 0,52 égale à combien? Égale à la moyenne, d'accord, la moyenne, qu'on connaît déjà, la moyenne qui est de l'ordre de 18, moins notre, pardon, excusez-moi, égale à notre concentration qu'on est en train de chercher, excusez-moi, la C1, moins la moyenne qui est 18, le tout divisé sur 4. D'accord? Donc c'est simple. Normalement, ça doit être très simple. Alors le C1, ou bien le C inférieur, comme vous voulez, il va être à peu près, après avoir fait une conversion numérique des valeurs, vous allez retrouver à peu près ces 15,904 microgrammes par décilitre. OK? On va chercher le C2 selon la même façon. Donc 0,52, au lieu d'écrire moins, on va écrire plus. 0,52 égale, ici on va mettre C2. Donc le C2, vous allez le trouver aux alentours de 20,096 microgrammes par décilitre. Peut-être que ce n'est pas les mêmes valeurs exactes, mais c'est des valeurs approximatives, hein.
Vous ne devez pas trouver les mêmes valeurs, mais c'est juste approximatif, d'accord? Donc 15,904, 20, donc notre intervalle, c'est entre combien et combien? C'est entre 15,904 et 20,96. D'ailleurs, ici, au niveau de notre schéma, d'accord? Ici, au niveau de notre schéma, bon, ici, d'accord? Au niveau de notre schéma, donc au lieu d'écrire Z, si on veut écrire les valeurs d'origine avant la standardisation, donc on va trouver ici la concentration qu'on avait déjà trouvée, qui est de l'ordre de 15,904. Et ici, vous allez trouver aussi votre concentration qui est de l'ordre de 20,096. Voilà, ça, entre 15 et 20, on peut couvrir 40% des valeurs au niveau central. C'est bon? J'espère que ça a été très clair, très net, et très précis. Donc, on va clôturer ici. On aura, Inch'Allah, une nouvelle vidéo, d'accord, dans laquelle on va parler sur dans laquelle on va parler sur une synthèse, donc un exercice de synthèse dans lequel on fait tout ce que nous avons déjà parlé. On va aussi parler sur la PDF, la CDF et la PPF et la différence entre ces trois courbes, donc au niveau toujours de la loi normale. Alors j'espère que ça a été simple, clair, net et précis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et à la prochaine, Inch'Allah.